Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 27 et 28 du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 27, dans lequel Passepartout suit, avec une vitesse de 20 000 à l'heure, un cours d'histoire mormone. Pendant la nuit du 5 au 6 décembre, le train courut au sud-est sur un espace de 50 milles environ. Puis il remonta d'autant vers le nord-est, en s'approchant du grand lac Salé. Passepartout, vers 9 heures du matin, vint prendre l'air sur les passerelles. Le temps était froid, le ciel gris, mais il ne neigeait plus. Le disque du soleil, élargi par les brumes, apparaissait comme une énorme pièce d'or, et Passepartout s'occupait à en calculer la valeur en livres sterling, quand il fut distrait de cet utile travail par l'apparition d'un personnage assez étrange. Ce personnage, qui avait pris le train à la station d'Elko, était un homme de haute taille, très brun, moustache noire, bas noirs, chapeau de soie noir, gilet noir, pantalon noir, cravate blanche, gants de peau de chien. On eût dit un révérend. Il allait d'une extrémité du train à l'autre, et sur la portière de chaque wagon, il collait avec des pains à cacheter une notice écrite à la main. Passepartout s'approcha et lut sur une de ces notices que l'honorable Elder William Hitch, missionnaire mormon, profitant de sa présence sur le train numéro 48, ferait de 11 heures à midi, dans le car numéro 117, une conférence sur le mormonisme, invitant à l'entendre tous les gentlemen soucieux de s'instruire touchant les mystères de la religion des saints des derniers jours. « Certes, j'irai, » se dit Passepartout, qui ne connaissait guère du mormonisme que ses usages polygames, base de la société mormone. La nouvelle se répandit rapidement dans le train qui emportait une centaine de voyageurs. Sur ce nombre, 30 au plus, alléchés par l'appât de la conférence, occupaient à 11 heures les banquettes du car numéro 117. Passepartout figurait au premier rang des fidèles. Ni son maître, ni Fix n'avaient cru devoir se déranger. À l'heure dite, l'elder William Hitch se leva, et d'une voix assez irritée, comme s'il lui était contredit d'avance, il s'écria. « Je vous dis, moi, que Joe Smith est un martyr, que son frère Vram est un martyr, et que les persécutions du gouvernement de l'Union contre les prophètes vont faire également un martyr de Brigham Young. Qui oserait soutenir le contraire ?» Personne ne se hasarda à contredire le missionnaire, dont l'exaltation contrastait avec sa physionomie naturellement calme. Mais, sans doute, sa colère s'expliquait par ce fait que le mormonisme était actuellement soumis à de dures épreuves. Et, en effet, le gouvernement des États-Unis venait, non sans peine, de réduire ses fanatiques indépendants. Il s'était rendu maître de l'Utah et l'avait soumis aux lois de l'Union, après avoir emprisonné Brigham Young, accusé de rébellion et de polygamie. Depuis cette époque, les disciples du prophète redoublaient leurs efforts, et, en attendant les actes, ils résistaient par la parole aux prétentions du Congrès. On le voit, l'elder William Hitch faisait du prosélytisme jusqu'en chemin de fer. Et alors il raconta, en passionnant son récit par les éclats de sa voix et la violence de ses gestes, l'histoire du mormonisme depuis les temps bibliques. Comment, dans Israël, un prophète mormon de la tribu de Joseph publia les annales de la religion nouvelle et les légua à son fils Moroni. Comment, bien des siècles plus tard, une traduction de ce précieux livre, écrit en caractères égyptiens, fut faite par Joseph Smith Jr., fermier de l'État de Vermont, qui se révéla comme prophète mystique en 1825. Comment enfin un messager céleste lui apparut dans une forêt lumineuse et lui remit les annales du Seigneur. En ce moment, quelques auditeurs, peu intéressés par le récit rétrospectif du missionnaire, quittèrent le wagon. Mais William Hitch, continuant, raconta comment Smith Junior, réunissant son père, ses deux frères et quelques disciples, fonda la religion des saints des derniers jours. Religion qui, adoptée non seulement en Amérique, mais en Angleterre, en Scandinavie, en Allemagne, compte parmi ses fidèles des artisans et aussi nombre de gens exerçant des professions libérales.
comment une colonie fut fondée dans l'Ohio, comment un temple fut élevé au prix de 200 000 dollars et une ville bâtie à Kirkland, comment Smith devint un audacieux banquier et reçut d'un simple montreur de momies un papyrus contenant un récit écrit de la main d'Abraham et autres célèbres Égyptiens. Cette narration, devenant un peu longue, les rangs des auditeurs s'éclaircirent encore, et le public ne se composa plus que d'une vingtaine de personnes. Mais Ledler, sans s'inquiéter de cette désertion, raconta avec détail comme quoi Joe Smith fit banqueroute en 1837, comme quoi ses actionnaires ruinés l'enduisirent de goudron et le roulèrent dans la plume, comme quoi on le retrouva plus honorable et plus honoré que jamais, quelques années après, à Independence, dans le Missouri, et chef d'une communauté florissante qui ne comptait pas moins de 3000 disciples, et qu'alors, poursuivi par la haine des gentils, il dut fuir dans le Far West américain. 10 auditeurs étaient encore là, et parmi eux l'honnête Passepartout, qui écoutait de toutes ses oreilles. Ce fut ainsi qu'il apprit comment, après de longues persécutions, Smith reparut dans l'Illinois et fonda en 1839, sur le bord du Mississippi, Novo Label, dont la population s'éleva jusqu'à 25 000 âmes. Comment Smith en devint le maire, le juge suprême et le général en chef. Comment, en 1843, il posa sa candidature à la présidence des États-Unis. Et comment, enfin, attiré dans un guet-apens à Carthage, il fut jeté en prison et assassiné par une bande d'hommes masqués. En ce moment, Passepartout était absolument seul dans le wagon, et l'Elder, le regardant en face, le fascinant par ses paroles, lui rappela que, 2 ans après l'assassinat de Smith, son successeur, le prophète inspiré Brigham Young, abandonna Novo, vint s'établir au bord du lac Salé, et que là, sur cet admirable territoire, au milieu de cette contrée fertile, sur le chemin des émigrants qui traversaient l'Utah pour se rendre en Californie, la nouvelle colonie, grâce au principe polygame du mormonisme, prit une extension énorme. Et voilà, ajouta William Hitch, voilà pourquoi la jalousie du Congrès s'est exercée contre nous, pourquoi les soldats de l'Union ont foulé le sol de l'Utah, pourquoi notre chef, le prophète Brigham Young, a été emprisonné au mépris de toute justice. Céderons-nous à la force? Jamais. Chassés du Vermont, chassés de l'Illinois, chassés de l'Ohio, chassés du Missouri, chassés de l'Utah, nous retrouverons encore quelques territoires indépendants où nous planterons notre tente. Et vous, mon fidèle, ajouta Ledler en fixant sur son unique auditeur des regards courroucés, planterez-vous la vôtre à l'ombre de notre drapeau? Ah non, répondit bravement Passepartout, qui s'enfuit à son tour, laissant l'énergumène prêcher dans le désert. Mais pendant cette conférence, le train avait marché rapidement, et vers 12h30, il touchait à sa pointe nord-ouest le grand lac Salé. De là, on pouvait embrasser, sur un vaste périmètre, l'aspect de cette mer intérieure qui porte aussi le nom de mer morte et dans laquelle se jette un Jourdain d'Amérique. Lac admirable, encadré de belles roches sauvages, à larges assises, encroûté de sel blanc, superbe nappe d'eau qui couvrait autrefois un espace plus considérable. Mais avec le temps, ses bords, montant peu à peu, ont réduit sa superficie en accroissant sa profondeur. Le lac Salé, long de 70 000 environ, large de 35, est situé à 3800 pieds au-dessus du niveau de la mer, bien différent du lac Asphalite, dont la dépression accuse 1200 pieds au-dessous, sa salure est considérable, et ses eaux tiennent en dissolution le quart de leur poids de matière solide. Leur pesanteur spécifique est de 1170, celle de l'eau distillée étant de 1000. Aussi, les poissons n'y peuvent vivre. Ceux qui jettent le Jourdain, le Weber et autres criques y périssent bientôt. Mais il n'est pas vrai que la densité de ces eaux soit telle qu'un homme n'y puisse plonger. Autour du lac, la campagne était admirablement cultivée, car les Mormons s'entendent aux travaux de terre. Des ranchos et des corrals pour les animaux domestiques, des champs de blé, de maïs, de sorgho, des prairies luxuriantes, partout des haies de rosiers sauvages, des bouquets d'acacias et de forbes. Tel eût été l'aspect de cette contrée 6 mois plus tard. Mais en ce moment, le sol disparaissait sous une mince couche de neige qui le poudrait légèrement. À 2h, les voyageurs descendaient à la station d'Ogden. Le train ne devant repartir qu'à 6h, M. Fogg, Mlle Aouda et leurs 2 compagnons
avait donc le temps de se rendre à la Cité des Saints par le petit embranchement qui se détache de la station d'Ogden. 2 heures suffisaient à visiter cette ville absolument américaine et, comme telle, bâtie sur le patron de toutes les villes de l'Union, vaste échiquier de longues lignes froides avec la tristesse lugubre des angles droits, suivant l'expression de Victor Hugo. Le fondateur de la Cité des Saints ne pouvait échapper à ce besoin symétrique qui distingue les anglo-saxons. Dans ce singulier pays, où les hommes ne sont certainement pas à la hauteur des institutions, tout se fait carrément, les villes, les maisons et les sottises. À 3 heures, les voyageurs se promenaient donc par les rues de la cité, bâties entre la rive du Jourdain et les premières ondulations du mont Wasatch. Ils y remarquèrent peu ou point d'église, mais comme monument la maison du prophète, la courte housse et l'arsenal, puis des maisons de briques bleuâtres avec des vérandas et galeries entourées de jardins, bordés d'acacias, de palmiers, de caroubiers. Un mur d'argile et de cailloux, construit en 1853, ceignait la ville. Dans la principale rue, où se tient le marché, s'élevaient quelques hôtels ornés de pavillons et entre autres Lake Salt House. M. Fogg et ses compagnons ne trouvèrent pas la cité fort peuplée. Les rues étaient presque désertes, sauf toutefois la partie du temple qu'ils n'atteignirent qu'après avoir traversé plusieurs quartiers entourés de palissades. Les femmes étaient assez nombreuses, ce qui s'explique par la composition singulière des ménages mormons. Il ne faut pas croire cependant que tous les mormons soient polygames. On est libre, mais il est bon de remarquer que ce sont les citoyennes de l'Utah qui tiennent surtout à être épousées, car suivant la religion du pays, le ciel mormon n'admet point à la possession de ces béatitudes les célibataires du sexe féminin. Ces pauvres créatures ne paraissaient ni aisées ni heureuses. Quelques-unes, les plus riches sans doute, portaient une jaquette de soie noire ouverte à la taille sur une capuche ou un châle fort modeste. Les autres n'étaient vêtues que d'indiennes. Passepartout, lui, en sa qualité de garçon, convaincu, ne regardait pas sans un certain effroi ces mormones chargées de faire à plusieurs le bonheur d'un seul mormon. Dans son bon sens, c'était le mari qu'il plaignait surtout. Cela lui paraissait terrible d'avoir à guider tant de dames à la fois au travers des vicissitudes de la vie, et les conduire ainsi en troupe jusqu'au paradis mormon, avec cette perspective de les y retrouver pour l'éternité, en compagnie du glorieux Smith, qui devait faire l'ornement de ce lieu de délices. Décidément, il ne se sentait pas la vocation, et il trouvait, peut-être abusait-il en ceci, que les citoyennes de Great Lake City jetaient sur sa personne des regards un peu inquiétants. Très heureusement, son séjour dans la Cité des Saints ne devait pas se prolonger. À 4 heures moins quelques minutes, les voyageurs se retrouvaient à la gare et reprenaient leur place dans leur wagon. Le coup de sifflet se fit entendre, mais au moment où les roues motrices de la locomotive patinant sur les rails commençaient à imprimer au train quelques vitesses, ces cris « Arrêtez, arrêtez !» retentirent. On n'arrête pas un train en marche. Le gentleman qui proférait ces cris était évidemment un mormon attardé. Il courait à perdre haleine. Heureusement pour lui, la gare n'avait ni porte ni barrière. Il s'élança donc sur la voie, sauta sur le marchepied de la dernière voiture et tomba essoufflé sur une des banquettes du wagon. Passepartout, qui avait suivi avec émotion les incidents de cette gymnastique, vint contempler ce retardataire, auquel il s'intéressa vivement quand il apprit que ce citoyen de l'Utah n'avait ainsi pris la fuite qu'à la suite d'une scène de ménage. Lorsque le mormon eut repris haleine, Passepartout se hasarda à lui demander poliment combien il avait de femmes à lui tout seul, et, à la façon dont il venait de décamper, il lui en supposait une vingtaine au moins. « Une, monsieur, répondit le mormon en levant les bras au ciel. « Une, et c'était assez. » Chapitre 28, dans lequel Passepartout ne put parvenir à faire entendre le langage de la raison. Le train, en quittant Great Salt Lake et la station d'Ogden, s'éleva pendant 1 heure vers le nord, jusqu'à Weber River, ayant franchi 900 milles environ depuis San Francisco. À partir de ce point, il reprit la direction de l'est à travers le massif accidenté des monts Wasatch. C'est dans cette partie du territoire, comprise entre ces montagnes et les montagnes rocheuses proprement dites, que les ingénieurs américains ont été aux prises avec les plus sérieuses difficultés. Aussi, dans ce parcours, la subvention du gouvernement de l'Union s'était-elle élevée à 48 000 $ par mille,
tandis qu'elle n'était que de 16 000 $ en pleine. Mais les ingénieurs, ainsi qu'il a été dit, n'ont pas violenté la nature. Ils ont rusé avec elle, tournant les difficultés, et pour atteindre le grand bassin, un seul tunnel, long de 14 000 pieds, a été percé dans tout le parcours du railroad. C'était au lac Salé même que le tracé avait atteint jusqu'alors sa plus haute cote d'altitude. Depuis ce point, son profil écrivait une courbe très allongée, s'abaissant vers la vallée de Bitter Creek pour remonter jusqu'au point de partage entre les eaux de l'Atlantique et le Pacifique. Les rios étaient nombreux dans cette montagneuse région. Il fallut franchir sur des ponceaux, le Muddy, le Green et autres. Passepartout était devenu plus impatient à mesure qu'il s'approchait du but. Mais Fix, à son tour, aurait voulu être déjà sorti de cette difficile contrée. Il craignait les retards, il redoutait les accidents et était plus pressé que Phileas Fogg lui-même de mettre le pied sur la terre anglaise. À 10 heures du soir, le train s'arrêtait à la station de Fort Bridger. Il la quitta presque aussitôt, et 20 milles plus loin, il entrait dans l'État de Wyoming, l'ancien Dakota, en suivant toute la vallée du Bitter Creek, d'où s'écoule une partie des eaux qui forment le système hydrographique du Colorado. Le lendemain, 7 décembre, il y eut un quart d'heure d'arrêt à la station de Green River. La neige avait tombé pendant la nuit assez abondamment, mais mêlée à de la pluie, à demi fondue, elle ne pouvait gêner la marche du train. Toutefois, ce mauvais temps ne laissa pas d'inquiéter Passepartout, car l'accumulation des neiges en embourbant les roues des wagons eût certainement compromis le voyage. Aussi, quelle idée, se disait-il, mon maître a-t-il eu de voyager pendant l'hiver? Ne pouvait-il pas attendre la belle saison pour augmenter ses chances? Mais en ce moment où l'honnête garçon ne se préoccupait que de l'état du ciel et de l'abaissement de la température, mademoiselle Aouda éprouvait des craintes plus vives qui provenaient d'une toute autre cause. En effet, quelques voyageurs étaient descendus de leur wagon et se promenaient sur le quai de la gare de Green River en attendant le départ du train. Or, à travers la vitre, la jeune femme reconnut parmi eux le colonel Stamp W. Proctor, cet Américain qui s'était si grossièrement comporté à l'égard de Phileas Fogg pendant le meeting de San Francisco. Mademoiselle Aouda, ne voulant pas être vue, se rejeta en arrière. Cette circonstance impressionna vivement la jeune femme. Elle s'était attachée à l'homme qui, si froidement que ce fût, lui donnait chaque jour les marques du plus absolu dévouement. Elle ne comprenait pas sans doute toute la profondeur du sentiment que lui inspirait son sauveur, et à ce sentiment qu'elle ne donnait encore que le nom de reconnaissance, mais à son insu, il y avait plus que cela. Aussi, son cœur se serra-t-il quand elle reconnut le grossier personnage auquel M. Fogg voulait tôt ou tard demander raison de sa conduite. Évidemment, c'était le hasard seul qui avait amené dans ce train le colonel Proctor, mais enfin il y était, et il fallait empêcher à tout prix que Phileas Fogg aperçût son adversaire. Mademoiselle Aouda, lorsque le train se fut remis en route, profita d'un moment où sommeillait M. Fogg pour mettre Fix et Passepartout au courant de la situation. « Ce Proctor est dans le train ?» s'écria Fix. « Eh bien, rassurez-vous, madame, avant d'avoir affaire au sieur, à M. Fogg, il aura affaire à moi. Il me semble que, dans tout ceci, c'est encore moi qui ai reçu les plus graves insultes. »« Et de plus, ajouta Passepartout, je me charge de lui, tout colonel qu'il est. »« Monsieur Fix, reprit mademoiselle Aouda, Monsieur Fogg ne laissera à personne le soin de le venger. Il est homme, il l'a dit, à revenir en Amérique pour retrouver cet insulteur. Si donc il aperçoit le colonel Proctor, nous ne pourrons empêcher une rencontre qui peut emmener de déplorables résultats. Il faut donc qu'il ne le voie pas. »« Vous avez raison, madame, répondit Fix. Une rencontre pourrait tout perdre. Vainqueur ou vaincu, M. Fogg serait retardé et ajouta Passepartout, cela ferait le jeu des gentlemen du Reform Club. Dans 4 jours, nous serons à New York. Eh bien, si pendant 4 jours mon maître ne quitte pas son wagon, on peut espérer que le hasard ne le mettra pas face à face avec ce maudit Américain, que Dieu confonde. Or, nous saurons bien l'empêcher. » La conversation fut suspendue. M. Fogg s'était réveillé et regardait la campagne à travers la vitre tachetée de neige. Mais plus tard, et sans être entendu de son maître ni de mademoiselle Aouda, Passepartout dit à l'inspecteur de police. « Est-ce que vraiment vous vous battriez pour lui ?»« Je ferai tout pour le ramener vivant en Europe, » répondit simplement Fix, d'un ton qui marquait une implacable volonté. Passepartout sentit comme un frisson lui courir par le corps, mais ses convictions, à l'endroit de son maître, ne faiblirent pas. Et maintenant,
Y avait-il un moyen quelconque de retenir M. Fogg dans ce compartiment pour prévenir toute rencontre entre le colonel et lui? Cela ne pouvait être difficile, le gentleman étant d'un naturel peu remuant et peu curieux. En tout cas, l'inspecteur de police crut avoir trouvé ce moyen, car quelques instants plus tard, il disait à Phileas Fogg: « Ce sont de longues et lentes heures, monsieur, que celles que l'on passe ainsi en chemin de fer. » « En effet, répondit le gentleman, mais elles passent. »« À bord des paquebots, reprit l'inspecteur, vous aviez l'habitude de faire votre whist. »« Oui, répondit Phileas Fogg, mais ici ce serait difficile. Je n'ai ni carte ni partenaire. »« Ah, les cartes, nous trouverons bien à les acheter. On vend de tout dans les wagons américains. Quant aux partenaires, si par hasard, madame... »« Certainement, monsieur, répondit vivement la jeune femme. Je connais le whist, cela fait partie de l'éducation anglaise. Et moi, reprit Fix, j'ai quelques prétentions à bien jouer ce jeu. Or, à nous trois, et un mort. Comme il vous plaira, monsieur, répondit Phileas Fogg, enchanté de reprendre son jeu favori, même en chemin de fer. Passepartout fut dépêché à la recherche du steward, et il revint bientôt avec 2 jeux complets, des fiches, des jetons, et une tablette recouverte de drap. Rien ne manquait. Le jeu commença. Mademoiselle Ouda savait très suffisamment le whist, et elle reçut même quelques compliments du sévère Phileas Fogg. Quant à l'inspecteur, il était tout simplement de première force, et digne de tenir tête au gentleman. Maintenant, se dit Passepartout à lui-même, nous le tenons, il ne bougera plus. À 11 heures du matin, le train avait atteint le point de partage des eaux des 2 océans. C'était à Pass Bridger, à une hauteur de 7524 pieds anglais au-dessus du niveau de la mer, un des plus hauts points touchés par le profil du tracé dans ce passage à travers les montagnes rocheuses. Après 200 milles environ, les voyageurs se trouveraient enfin sur ces longues plaines qui s'étendent jusqu'à l'Atlantique et que la nature rendait si propice à l'établissement d'une voie ferrée. Sur le versant du bassin atlantique se développaient déjà les premiers rios, affluents ou sous-affluents de North Platte River. Tout l'horizon du nord et de l'est était couvert par cette immense courtine semi-circulaire qui forme la portion septentrionale des Rocky Mountains, dominée par le pic de Laramie. Entre cette courbure et la ligne de fer s'étendaient de vastes plaines, largement arrosées. Sur la droite du railroad s'étageaient les premières rampes du massif montagneux, qui s'arrondit au sud jusqu'aux sources de la rivière de l'Arkansas, l'un des grands tributaires du Missouri. À 12h30, les voyageurs entrevoyaient un instant le fort Halleck, qui commande cette contrée. Encore quelques heures, et la traversée des montagnes rocheuses serait accomplie. On pouvait donc espérer qu'aucun accident ne signalerait le passage du train à travers cette difficile région. La neige avait cessé de tomber, le temps se mettait au froid sec, de grands oiseaux, effrayés par la locomotive, s'enfuyaient au loin, aucun fauve, ours ou loup ne se montrait sur la plaine. C'était le désert dans son immense nudité. Après un déjeuner assez confortable, servi dans le wagon même, M. Fogg et ses partenaires venaient de reprendre leur interminable whist quand de violents coups de sifflet se firent entendre. Le train s'arrêta. Passepartout mit la tête à la portière et ne vit rien qui motivât cet arrêt. Aucune station n'était en vue. Mademoiselle Aouda et Fix purent craindre un instant que M. Fogg ne songeât à descendre sur la voie. Mais le gentleman se contenta de dire à son domestique: « Voyez donc ce que c'est. » Passepartout s'élança hors du wagon. Une quarantaine de voyageurs avaient déjà quitté leur place, et parmi eux le colonel Proctor. Le train était arrêté devant un signal tourné au rouge qui fermait la voie. Le mécanicien et le conducteur étant descendus, discutaient assez vivement avec un garde-voie que le chef de gare de Medicine Bow, la station prochaine, avait envoyé au devant du train. Les voyageurs s'étaient approchés et prenaient part à la discussion. Entre autres, le susdit colonel Proctor, avec son verbe haut et ses gestes impérieux. Passepartout, ayant rejoint le groupe, entendit le garde-voie qui disait: « Non, il n'y a pas moyen de passer. Le pont de Medicine Bow est ébranlé et ne supporterait pas le poids du train. » Ce pont dont il était question était un pont suspendu, jeté sur un rapide à 1 mile de l'endroit où le convoi s'était arrêté. Au dire du garde-voie, il menaçait ruine. Plusieurs des fils étaient rompus et il était impossible d'en risquer le passage. Le garde-voie n'exagérait donc en aucune façon en affirmant qu'on ne pouvait passer. Et d'ailleurs, avec les habitudes insouciantes des Américains, on peut dire que, quand ils se mettent à être prudents, il y aurait folie à ne pas l'être. Passepartout, n'osant aller prévenir son maître,
écoutait les dents serrées, immobile comme une statue. Ah ça, s'écria le colonel Proctor, nous n'allons pas, j'imagine, rester ici à prendre racine dans la neige. Colonel, répondit le conducteur, on a télégraphié à la station d'Omaha pour demander un train, mais il n'est pas probable qu'il arrive à Medicine Bow avant 6 heures. 6 heures s'écria Passepartout. Sans doute, répondit le conducteur. D'ailleurs, ce temps nous sera nécessaire pour gagner à pied la station. À pied s'écrièrent tous les voyageurs. Mais à quelle distance est donc cette station demanda l'un d'eux au conducteur. À 12 milles de l'autre côté de la rivière. 12 milles dans la neige s'écria Proctor. Le colonel lança une bordée de jurons, s'en prenant à la compagnie, s'en prenant au conducteur, et Passepartout furieux n'était pas loin de faire chorus avec lui. Il y avait là un obstacle matériel contre lequel échoueraient cette fois toutes les banknotes de son maître. Au surplus, le désappointement était général parmi les voyageurs, qui, sans compter le retard, se voyaient obligés de faire une quinzaine de milles à travers la plaine couverte de neige. Aussi était-ce un brouhaha, des exclamations, des vociférations, qui auraient certainement attiré l'attention de Phileas Fogg si ce gentleman n'eût été absorbé par son jeu. Cependant, Passepartout se trouvait dans la nécessité de le prévenir, et la tête basse, il se dirigeait vers le wagon, quand le mécanicien du train, un petit Yankee nommé Foster, élevant la voix, dit « Messieurs, il y aurait peut-être moyen de passer. »« Sur le pont ?» répondit un voyageur. « Sur le pont. »« Avec notre train ?» demanda le colonel. « Avec notre train. » Passepartout s'était arrêté et dévorait les paroles du mécanicien. « Mais le pont menace ruine ?» reprit le conducteur. « N'importe, répondit Foster. Je crois qu'en lançant le train avec son maximum de vitesse, on aurait quelque chance de passer. Diable, fit Passepartout. Mais un certain nombre de voyageurs avaient été immédiatement séduits par la proposition. Elle plaisait particulièrement au colonel Proctor. Ce cerveau brûlé trouvait la chose très faisable. Il rappela même que des ingénieurs avaient eu l'idée de passer des rivières sans pont, avec des trains rigides lancés à toute vitesse, etc. Et, en fin de compte, tous les intéressés dans la question se rangèrent à l'avis du mécanicien. « Nous avons 50 chances pour passer, disait l'un. 60, disait l'autre. 80, 90 sur 100. Passepartout était ahuri, quoiqu'il fût prêt à tout tenter pour opérer le passage du Medicine Creek, mais la tentative lui semblait un peu trop américaine. D'ailleurs, pensa-t-il, il y a une chose bien plus simple à faire, et ces gens-là n'y songent même pas. « Monsieur, dit-il à un des voyageurs, le moyen proposé par le mécanicien me paraît un peu hasardé, mais... 80 chances, répondit le voyageur qui lui tournait le dos. Je sais bien, répondit Passepartout, en s'adressant à un autre gentleman, mais une simple réflexion. Pas de réflexion, c'est inutile, répondit l'Américain interpellé en haussant les épaules, puisque le mécanicien assure qu'on passera. Sans doute, reprit Passepartout, on passera, mais il serait peut-être plus prudent. Quoi, prudent s'écria le colonel Proctor, que ce mot, entendu par hasard, fit bondir. À grande vitesse, on vous dit. Comprenez-vous? À grande vitesse. Je sais, je comprends, répétait Passepartout, auquel personne ne laissait achever sa phrase. Mais il serait sinon plus prudent, puisque le mot vous choque, du moins plus naturel. Qui, que, quoi? Qu'a-t-il donc celui-là avec son naturel? S'écria-t-on de toutes parts. Le pauvre garçon ne savait plus de qui se faire entendre. Est-ce que vous avez peur? Lui demanda le colonel Proctor. Moi, peur? S'écria Passepartout. Eh bien, soit, je montrerai à ces gens-là qu'un Français peut être aussi américain qu'eux. En voiture, criait le conducteur. Oui, en voiture, répétait Passepartout. En voiture et tout de suite. Mais on ne m'empêchera pas de penser qu'il eût été plus naturel de nous faire d'abord passer à pied sur ce pont, nous autres voyageurs, puis le train ensuite. Mais personne n'entendit cette sage réflexion, et personne n'eût voulu en reconnaître la justesse. Les voyageurs étaient réintégrés dans leur wagon. Passepartout reprit sa place sans rien dire de ce qui s'était passé. Les joueurs étaient tout entiers à leur whist. La locomotive siffla vigoureusement. Le mécanicien renversant la vapeur ramena son train en arrière pendant près d'1 mille, reculant comme un sauteur qui veut prendre son élan. Puis, à un second coup de sifflet, la marche en avant recommença. Elle s'accéléra. Bientôt, la vitesse devint effroyable. On n'entendait plus qu'un seul hennissement sortant de la locomotive. Les pistons battaient 20 coups à la seconde. Les essieux des roues fumaient dans les boîtes à graisse. On sentait pour ainsi dire
que le train tout entier, marchant avec une rapidité de 100 000 à l'heure, ne pesait plus sur les rails. La vitesse mangeait la pesanteur. Et l'on passa, et ce fut comme un éclair. On ne vit rien du pont. Le convoi sauta, on peut le dire, d'une rive à l'autre, et le mécanicien ne parvient pas à arrêter sa machine, emportée qu'à 5 000 au-delà de la station. Mais à peine le train avait-il franchi la rivière que le pont, définitivement ruiné, s'abîmait avec fracas dans la rapide Medicine Bow. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 18 h pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Bye bye.